pour ce flash learning sur la santé mentale. Donc, effectivement, comme ça a été dit en introduction, nous allons passer 45 minutes donc, sur ce sujet de la santé mentale au travail pour essayer de comprendre un petit peu cette notion dont on parle de plus en plus. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est un sujet qui a pris de plus en plus d'ampleur. Pour autant, c'est un sujet dont les contours sont encore un petit peu flous. Parce que récent dans la société. Donc là, l'idée, c'est de vous donner un petit peu des billes sur ce sujet-là pour essayer de comprendre de quoi on parle, quelle réalité est-ce qu'il y a derrière et puis comment est-ce qu'effectivement il est possible de préserver ces équilibres en santé mentale. Pour cela, je vais vous partager mon écran. Vous verrez tout au long de la présentation, il y a des petites activités interactives. Je vais vous montrer tout à l'heure un QR code à flasher. Donc, il sera à flasher avec votre téléphone portable pour pouvoir répondre aux petites questions sur la santé mentale. C'est bon pour mon écran? Tout le monde voit mon écran? Oui. Parfait. Oui, c'est bon, merci. Allez, alors on va commencer déjà dès le départ pour comprendre cette notion de santé mentale. Moi, j'aimerais bien savoir pour vous, qu'est-ce que ce mot signifie et qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous mettez comme représentation derrière ce sujet de la santé mentale. Alors, si vous voulez bien flasher le QR code que vous voyez sur votre écran, ou alors aller sur wooclap.com, vous avez le site qui est affiché sur votre écran en notant le nom de l'événement. Pour pouvoir remplir et nous dire quels mots vous associez à ce sujet-là, vraiment de manière instinctive. Hein, qu'est-ce qui vous passe par la tête dès lors que ce mot-là vous est donné, vous est mentionné. Ouais, n'hésitez pas à dire tout ce qui vous vient à l'esprit. Quand on vous dit santé mentale, qu'est-ce qui vous vient ? Dans vos réponses. Allez, je vous passe le nuage de mots qui est en train de se créer sous mes yeux. Alors, on a dépression, équilibre, bien-être, équilibre psychique, surchauffe, stress, harcèlement, psychiatre, discrimination, harcèlement, état émotionnel, surcharge, suicide, moteur, psychique, psychologie, bien-être. Effectivement, donc ce sont tous les termes qu'on associe à ce terme de santé mentale généralement. Alors en fait, on se rend compte autour de ces termes-là que finalement, ça englobe énormément de choses, puisque là, on voit dans le nuage de mots que vous venez de concevoir, il y a quand même beaucoup de mots qui sont très différents. Surtout, le terme de santé mentale, il génère surtout beaucoup de stéréotypes et d'idées reçues. Parmi ces idées reçues, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une première idée reçue qui consiste à dire que les questions qui sont associées à la santé mentale relèvent exclusivement d'une prise en charge psychiatrique. Souvent, il y a un petit peu dans notre culture française, un petit peu cette idée que parce que dès lors qu'on parle de santé mentale, on va tout de suite parler, je fais une schématisation une généralisation un peu grossière, mais en gros, on va parler d'hôpital psychiatrique. Bien évidemment, c'est une idée reçue, ça n'est absolument pas la réalité, puisque aujourd'hui, nous savons que nous avons tous et toutes une santé mentale. Autant auparavant, on était assez clair sur le fait qu'on avait une santé physique qui constitue notre capital santé et sur laquelle il fallait être vigilant en termes de prévention. De plus en plus, on prend conscience que l'on a aussi une santé mentale, tous et toutes, qui que nous soyons, et une santé mentale dont nous devons prendre soin tout au long de notre vie. Deuxième idée reçue que nous retrouvons en général aussi dans la société au global, ce serait que seules les personnes faibles seraient touchées par la dépression ou par un trouble psychique. Il y a un vrai sujet autour de ça. Or, évidemment, ça n'est pas la réalité puisque nous pouvons tous et toutes, à tout moment dans notre vie, se sentir fragilisés et avoir une santé mentale qui est un petit peu moins stable, un petit peu moins équilibrée qu'elle ne l'était les années précédentes. Donc, cette santé mentale qui peut se fragiliser, cela concerne absolument tout le monde. Ce n'est pas une question de faiblesse ou quoi que ce soit. Idée reçue numéro 3, que l'on a tendance à retrouver aussi dans la société,
C'est le fait de dire qu'il suffit d'avoir un minimum de volonté pour sortir d'une dépression ou d'une situation de mal-être. De la même façon, il s'agit d'une idée reçue, puisque dans la majeure partie des cas, lorsqu'on parle, on va parler de troubles psychiques tout à l'heure, c'est le recours à des professionnels de santé, le recours à des ressources et à des réseaux d'acteurs et d'actrices qui vont permettre de sortir, en tout cas de se rétablir d'un trouble psychique. Il ne suffit pas de la simple volonté pour pouvoir sortir d'une dépression ou d'un trouble psychique. La prise en charge est nécessaire. Donc, une fois que cela est dit, cela ne nous dit pas ce qu'est la santé mentale. Donc, qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Alors, tout d'abord, il faut revenir à la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui précise que finalement, la santé, ça n'est pas que la santé physique. Lorsqu'on parle de santé au global, on parle bien et de santé physique, mentale et sociale. Par ailleurs, cette santé, ce n'est pas juste l'absence d'une maladie. In fine, ce que dit l'OMS entre les lignes, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Pour aller un petit peu plus loin, c'est l'OMS qui donne la définition la plus précise sur la santé mentale et celle sur laquelle on s'accorde aujourd'hui. C'est celle qui est projetée sur le support. Donc, la santé mentale, pour l'OMS, c'est un état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel pour faire face aux situations normales de la vie ainsi qu'au stress qu'elle génère. Donc ça, c'est la définition de l'OMS. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que finalement, être en bonne santé mentale, ça veut dire pouvoir exprimer ses talents et ses qualités comme on le souhaite. Ça veut dire se sentir capable de réaliser ses propres projets, de gérer sa vie de manière autonome. Ça veut dire être en capacité de supporter les tensions de la vie quotidienne et du stress qu'elle génère, sans que cela mette en péril nos équilibres. Et cela veut dire aussi être en capacité de jouer un rôle actif au sein de l'ensemble de ces groupes sociaux, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit sa communauté, son milieu professionnel, etc. On a tendance à croire que finalement, on a une vision très manichéenne de la santé mentale, c'est-à-dire en gros, soit je suis en bonne santé mentale, soit je suis en mauvaise santé mentale. Ça, c'est une vision qui est un peu simplifiée de la réalité, parce que dans les faits, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, mais c'est bien plus complexe. La santé mentale, c'est plutôt un espèce de continuum, un continuum sur lequel on aurait d'un côté la bonne santé mentale, de l'autre la santé mentale fragilisée. Et nous naviguons tous et toutes en permanence sur ce continuum. C'est-à-dire qu'il y a des moments de notre vie où nous allons bien, où notre santé mentale est équilibrée. Et puis, il y a d'autres moments de notre vie où, au contraire, notre santé mentale va se retrouver fragilisée. Ce continuum, il représente l'ensemble de nos vies à tous et à toutes. Donc, nous ne sommes pas soit en bonne santé, soit en mauvaise santé, mais nous naviguons en permanence sur cet axe-là en fonction des événements qui nous arrivent dans la vie. La santé mentale n'est donc pas figée, elle fluctue dans le temps. Une fois qu'on a défini la santé mentale, pour vous faire prendre conscience un petit peu de l'enjeu qu'il y a derrière ce sujet-là et aussi vous expliquer pourquoi est-ce que finalement on en parle autant, c'est que les chiffres sont quand même assez importants, puisque les chiffres, tout porte à penser que les chiffres font du sujet de la santé mentale un vrai enjeu de santé publique. Quels sont ces chiffres-là? Donc, les quelques chiffres que je vous partage aujourd'hui. Donc, premièrement, le premier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on considère que 64% des Françaises et des Français déclarent avoir déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique. Deuxième chiffre, aujourd'hui, en 2022 en tout cas, on considère que 18% des Françaises et des Français montrent des signes d'un état dépressif. 23% des Françaises et des Français montrent des signes d'un état anxieux en 2021. Le chiffre global, en tout cas le ratio global qui est communément admis sur les troubles psychiques, c'est qu'on considère qu'aujourd'hui, environ 1 personne sur 5 est touchée par un trouble psychique, ce qui correspond à peu près à 13 millions de personnes. Ces chiffres sont importants. Alors évidemment, il y a des différences aussi en fonction des types de populations. Si on resserrait un petit peu les chiffres en fonction des populations plus jeunes, des populations plus à risque, etc., ces pourcentages varient bien évidemment. Mais globalement, on estime qu'à peu près 1 personne sur 5 est concernée, touchée par le sujet.
Donc finalement, cette santé mentale, au-delà d'être un enjeu public, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ben, finalement, cette santé mentale, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre entre quoi? C'est une question d'équilibre entre, d'un côté, des ressources et de l'autre côté, des facteurs de stress. Alors, stress au sens global, hein. Des facteurs de ressources et de stress qui, à un moment donné, vont faire qu'en fonction de s'il y a plus de facteurs ressources ou plus de facteurs de stress, eh ben, je vais mettre en jeu ma balance, mon équilibre et donc ma santé mentale. Quels sont ces facteurs ressources et ces facteurs de stress? En fait, nous avons plusieurs types de stresseurs ou de ressources qui pèsent sur nous. Il y a d'abord les éléments qu'on va appeler vraiment individuels. Ces éléments individuels, ça va être tout ce qui va relever de notre personnalité. Ça va être tout ce qui va relever aussi de notre bagage génétique, de notre hérédité. Ça va être aussi tout ce qui va relever de tout ce qu'on a appris, notamment la gestion des émotions, etc. Ensuite, si on va sur l'échelon au-dessus, on va avoir tous les éléments qu'on va appeler socio-économiques. Donc, derrière les éléments socio-économiques, qu'est-ce qu'on met? On va mettre tout ce qui va relever de notre champ social au global, que ce soit la famille, les amis, l'éducation, l'emploi, nos conditions de vie. Au-dessus, nous avons tout ce qui va relever du contexte politique et sociétal. Là, pour le coup, ça va être très dépendant de notre système de santé, du contexte géopolitique, du contexte politique, etc. Donc déjà, on mesure bien évidemment dès ce stade-là qu'il y a des choses sur lesquelles on a potentiellement la main, d'autres sur lesquelles on a un petit peu moins la main et qu'on subit davantage que l'on est acteur ou actrice. Finalement, ces ressources, elles vont constituer pour notre santé mentale ce qu'on va appeler des facteurs de protection. Et à l'inverse, ces stresseurs vont constituer pour nous ce que l'on va appeler des facteurs de risque. Et ces facteurs-là sont aussi bien sur le champ interne, des facteurs internes, c'est-à-dire qui sont à notre main, comme des facteurs externes qui, là, ne sont pas à notre main. D'après vous, qu'est-ce qui peut influencer majoritairement notre santé mentale? Je vous propose de reprendre Bookclap et vous avez normalement une question qui s'affiche. Je vous laisse y répondre. Qu'est-ce qui, d'après vous, influence le plus notre santé mentale? Est-ce que c'est la façon dont nous gérons nos émotions? Est-ce que c'est notre environnement économique et social? Est-ce que ce sont nos prédispositions génétiques? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt de l'offre de soins qui va être proposée à proximité? Je vous laisse le temps de répondre. Alors, c'est partagé, c'est très, très partagé. Allez, je vous mets les résultats. Donc, vous êtes à peu près 53% à considérer que c'est la façon dont nous gérons nos émotions et 41% à considérer qu'il s'agit de notre environnement économique et social. Donc, effectivement, c'est plutôt notre environnement économique et social qui a la plus grande influence sur notre santé mentale. Deuxième question que je vous propose. Vous avez normalement la question qui s'affiche sur vos écrans. Et une affirmation, le travail n'est pas bon pour la santé mentale. D'après vous, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ou est-ce que ça dépend? Est-ce que c'est vrai, faux ou est-ce que ça dépend? Je vous laisse le temps que tout le monde réponde avant d'afficher la réponse. Alors, personne n'a dit vrai, hein. Je vous mets la réponse. Donc, effectivement, ça dépend. Ça dépend bien évidemment parce que finalement, le travail, comme on l'a vu tout à l'heure, on est vraiment dans les conditions socio-économiques. Le travail, et ben, du coup, peut agir soit comme facteur de stress, comme facteur de risque, lorsque les conditions de travail sont soit pénibles, sont très exigeantes sur le plan de la santé mentale,
ou au contraire, le travail peut aussi constituer un facteur ressource parce que être au travail, travailler, contribuer de manière productive à quelque chose, être en lien avec des personnes toute la journée au travail, ce sont des facteurs de protection dont nous avons besoin. Et enfin, dernière question, d'après vous, qu'est-ce qui nous rend le plus heureux? Est-ce que c'est la vie familiale? Est-ce que c'est le statut socio-économique? Est-ce que c'est partir en vacances tous les 2 mois? Est-ce que ce sont les liens sociaux? Ou est-ce que c'est être entouré d'espaces verts? Je vous laisse le temps de répondre. Allez, pour les réponses. Donc, vous êtes nombreux à avoir mis et la vie sociale et les liens sociaux. Alors, en fait, d'où vient cette question et surtout les réponses qui y sont associées? Ça vient d'une étude américaine qui a été menée sur plus de 80 ans, qui a questionné donc justement le panel qui était mis en œuvre, le panel scientifique, en demandant qu'est-ce qui rendait finalement les gens les plus heureux. Et ce qu'il en ressort, c'est que ce sont les liens sociaux qui rendent les gens les plus heureux et qui sont vraiment facteurs de protection, facteurs ressources pour une santé mentale équilibrée. Merci pour votre participation aux questions. Donc, hop, ça, je vous l'ai dit. Donc, finalement, ces facteurs ressources, ces facteurs stresseurs, ce sont ceux qui vont nous permettre d'être en équilibre avec notre santé mentale. En équilibre, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, tout au long de la vie, finalement, on fait face à un certain nombre d'événements. Alors, il y a des événements qui, en soi, sont négatifs, qui peuvent être violents, qui sont, dans tous les cas, imprévisibles, donc qui ont en soi une connotation négative telle que ça agit sur nos facteurs de stress, ça agit comme facteur de risque. Mais on a aussi tout un tas d'événements en fait dans la vie quotidienne qui finalement sont neutres, qui en soi ne sont ni négatifs ni positifs. L'exemple le plus simple, c'est le déménagement. Un déménagement en soi, c'est ni négatif ni positif. Sauf que notre manière de percevoir l'événement, notre manière de faire face à l'événement, elle va être très dépendante de l'état de notre balance. En fonction de si finalement mes ressources sont pas très nombreuses, si mes stresseurs se sont accumulés et sont nombreux, je vais pas faire face de la même façon que si j'ai des ressources qui agissent en termes de facteurs de protection et qui sont assez développés pour que je puisse gérer un déménagement sereinement. Donc finalement, c'est vraiment l'état de notre balance qui va aussi nous faire dire comment est-ce qu'on va réagir aux événements qui nous arrivent, aux événements de notre vie. Donc finalement, sur cet axe de la santé mentale, on va bouger en fonction de notre balance. Et puis, il peut y avoir des moments où finalement, c'est plus qu'une question de balance, où notre balance, en fait, elle est tellement déséquilibrée que notre santé mentale est fragilisée au point d'arriver vers un trouble psychique. Alors, un trouble psychique, qu'est-ce que c'est? Un trouble psychique, en fait, ça a plusieurs critères. Dans les critères qui sont les plus importants, c'est qu'on va commencer à parler de troubles psychiques dès lors que on constate qu'il y a un changement majeur de la pensée, des émotions, des comportements. Ça, c'est notre premier critère pour le trouble psychique. Le deuxième critère, c'est que pour commencer à parler de troubles, il faut que cela altère le fonctionnement de la vie quotidienne, c'est-à-dire que cela empêche la personne de participer à sa vie sociale de manière ordinaire, à pouvoir tenir un emploi de manière normale, à pouvoir faire ses études de manière normale, etc. Donc, ça a un impact dans l'activité quotidienne de la personne et surtout, ça dure dans le temps. Lorsqu'on parle de troubles psychiques, en général, on parle parmi les troubles psychiques, on a les troubles dépressifs. Typiquement, c'est la différence entre la petite déprime parce que il fait pas beau et qu'on a besoin de soleil, et le vrai trouble dépressif qui, lui, dure dans le temps, qui s'installe et qui a des impacts sur l'ensemble de la vie de la personne. Juste pour vous donner une illustration des curseurs. Dans tous les cas, lorsqu'on commence à parler de troubles psychiques, ça veut dire qu'il y a souffrance psychique
et ça signifie qu'une prise en charge est nécessaire dans le cadre d'un parcours de soins spécifique et dédié à la situation de la personne. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot trouble psychique? Derrière ce mot trouble psychique, on va mettre les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles psychotiques, les troubles liés à l'utilisation de substances. Donc, par exemple, les troubles paniques, les phobies, les TOC, le stress post-traumatique pour les troubles anxieux. Pour les troubles de l'humeur, on va trouver le trouble dépressif ou le trouble de la bipolarité. Pour les troubles psychotiques, on va retrouver derrière la schizophrénie ou les troubles délirants. Et pour l'utilisation des substances, on va retrouver la consommation d'alcool, la consommation de drogue ou de médicaments, etc. Ce que dans le langage courant, on va appeler les addictions. Donc, tout ça, c'est ce qu'en général, on met derrière les troubles psychiques et qui, là, lorsqu'on parle de dépression, font l'objet d'un diagnostic médical posé. À quel moment est-ce qu'on va basculer dans la situation de handicap? En fait, dès lors que la personne ne va plus être en mesure de faire face en autonomie à tous ses besoins élémentaires ou en tout cas à tous les rôles qu'elle est censée tenir dans la société, dans son travail, dans sa scolarité, etc. Donc, bien évidemment, l'ensemble des troubles psychiques peuvent relever d'une situation de handicap. Donc, comment, du coup, contribuer à préserver finalement la santé mentale en milieu professionnel? On l'a vu, le milieu professionnel, ça peut être à la fois un facteur de risque, mais aussi un facteur ressource. Donc, l'objectif, la première chose pour agir sur le sujet en milieu professionnel, c'est déjà de déstigmatiser les troubles en santé mentale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les retards de diagnostic, les retards de prise en charge sont énormes. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'osent pas parler du sujet. Beaucoup de personnes, alors premièrement déjà ne connaissent pas, ne savent pas que l'ensemble des symptômes qu'ils constatent en fait peuvent relever d'un trouble psychique, mais ensuite parce que il y a encore un petit peu ce tabou autour du sujet dans notre société qui fait que finalement, beaucoup de personnes encore n'osent pas en parler. Donc, déstigmatiser les troubles en santé mentale, c'est déjà le premier pas pour que la prise en charge soit possible. Ensuite, c'est dans le milieu professionnel pouvoir détecter les fragilités et pouvoir orienter vers une prise en charge. Donc, c'est aussi pouvoir essayer d'être alerte sur l'ensemble des symptômes, que l'on soit collègue, que l'on soit encadrant, que l'on soit référent handicap. C'est vraiment de pouvoir mettre en place un système de détection pour que la prise en charge soit la plus rapide possible, puisqu'on sait aussi que dès lors que la prise en charge est précoce, il y a plus de chances de se rétablir d'un trouble psychique. C'est aussi, en milieu professionnel, pouvoir accompagner les personnes souffrant d'un trouble psychique, pouvoir mettre les accompagnements nécessaires pour que finalement le retour à l'emploi ou l'emploi tout court soit possible avec le trouble psychique. Et c'est agir aussi, donc au-delà de la personne, c'est agir sur l'environnement de travail et l'organisation du travail pour faire en sorte que cet environnement de travail et cette organisation du travail soient respectueuses de la santé mentale de tous et toutes. Ça veut dire, et là on peut glisser facilement sur le champ notamment des risques psychosociaux, gérer la charge, gérer la manière dont les informations sont communiquées. En tout cas, agir sur tout ce qui à un moment donné va faire en sorte que le travail va constituer un facteur de protection et non pas un facteur de stress ou en tout cas un facteur de risque sur la balance de la santé mentale. Cela signifie aussi, pour tout à chacun, d'essayer de prendre soin de sa santé mentale. Alors, qu'est-ce que ça signifie que prendre soin de sa santé mentale? Eh bien, ça signifie déjà prendre conscience de comment on va soi-même. Prendre conscience de comment on va, c'est prendre conscience de où en est ma jauge de ressources et où en est ma jauge de stress. Et ensuite, de pouvoir identifier finalement quels sont mes stresseurs, quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place pour les diminuer, quelles sont mes ressources et quelles actions je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir au contraire les développer. Un petit exercice encore sur WooClap. Je vous propose de pouvoir mettre sur... Hop, je change la question. De mettre votre positionnement aujourd'hui sur votre jauge ressources et votre jauge de stress. C'est-à-dire aujourd'hui, à combien vous estimeriez votre jauge ressources et à combien vous estimeriez votre jauge de stress. Alors, pour WooClap, il suffit, vous rentrez d'abord une première fois, vous cliquez une première fois sur l'endroit où vous estimez votre jauge, vous validez et ensuite vous pourrez recommencer pour la deuxième jauge.
Donc, où est-ce que vous en êtes de 0 à 10? Est-ce que la jauge ressources est plutôt dans le vert ou plutôt dans le rouge? Est-ce que la jauge de stress est plutôt pareil à 0 dans le vert ou à 10 dans le rouge? La première étape, en fait, de la santé mentale et du prendre soin de soi, il commence par là, c'est-à-dire déjà par prendre conscience de nos jauges de protection et de risque pour pouvoir vraiment derrière mettre en place un plan d'action. Je vous fasse. Hop. Alors, on a des situations très diverses. Alors, on a des jauges de ressources qui parfois sont plutôt très hautes dans le verre et plutôt remplies jusqu'à 10. On a personne qui est vraiment dans les jauges ressources les plus basses, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis là, on voit quand même qu'effectivement, pour certaines d'entre vous, on a une jauge de stress qui est quand même en zone orange et en zone rouge, donc qui constitue un point de vigilance, qui doit constituer un point de vigilance, d'autant plus si ici, dans le niveau des ressources, cela est combiné à notamment un niveau de ressources qui est plutôt bas dans le orange ici ou éventuellement même dans le jaune ici. Donc, une fois que l'on a dit ça, qu'est-ce que l'on en fait? Finalement, l'identification de son niveau de stress et de sa jauge de stress, c'est le fait de repérer une situation de déséquilibre. Comment est-ce que je peux repérer une situation de déséquilibre? C'est déjà en essayant de me questionner sur comment ça va dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. Est-ce que j'ai des pensées qui tournent en boucle? Est-ce que j'ai des pensées qui deviennent récurrentes et qui prennent beaucoup de place? C'est un curseur, c'est un signe que la jauge de stress est plutôt élevée. Lorsque on commence même à avoir des pensées dévalorisantes, comme par exemple c'est trop, je n'y arriverai pas, etc. Là, c'est qu'on est dans une jauge de stress qui commence à être une alerte. Comment je vais dans mon corps? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que mon corps me dit des choses sur les tensions quotidiennes que je subis? Est-ce que j'ai des sensations physiques comme des maux de tête, des mal de cou, de dos, des épaules souvent, etc. Et dans mon cœur, cela signifie, c'est est-ce que j'ai des émotions négatives qui me traversent en ce moment et qui font dire que là, peut-être qu'il y a un déséquilibre qu'il faut pouvoir traiter. Donc, ça, c'est le repérage de la situation de déséquilibre. Et ensuite, la question, c'est comment finalement je fais pour contrebalancer ça et notamment pour pouvoir développer mes ressources. La première des choses, c'est de pouvoir déjà identifier ce qui fait ressource pour soi. Et parfois, ce n'est pas forcément une évidence, notamment sur ce qui est à notre main. Une manière de pouvoir identifier, c'est de pouvoir se faire, par exemple, une petite liste des 5 activités que vous aimez faire régulièrement, qui vous ressourcent et que vous ne faites pas assez. Une manière d'arriver à rééquilibrer sa santé mentale, c'est de pouvoir essayer de s'astreindre à une routine permettant de mettre dans son planning, dans son agenda, par exemple, ces activités que vous pourriez faire plus souvent pour pouvoir prendre soin de votre santé mentale et pouvoir développer vos ressources. Donc, planifier des routines est une manière de restaurer, d'entretenir en fait son équilibre en santé mentale. Les ressources en fait vont se situer sur 3 champs différents. Ces ressources, elles vont se situer sur le champ biologique, sur le champ psychologique et sur le champ social. Sur le champ biologique, on va avoir une meilleure santé mentale si l'on est vigilante à son sommeil, à son alimentation, à faire de l'activité physique et à avoir un suivi médical régulier. Par exemple, le sommeil, on va faire attention à avoir une quantité de sommeil suffisante et à une qualité de sommeil suffisante pour pouvoir récupérer et physiquement et psychiquement, puisque le sommeil a un impact fort sur notamment la mémoire. Le manque de sommeil a très fortes conséquences sur la santé mentale. On ne s'en rend pas forcément compte parce que souvent, ce qu'on en perçoit, c'est uniquement la fatigue, mais ça a un impact considérable sur la mémoire, sur la concentration, sur notre humeur et notamment sur l'irritabilité. Et pour le coup, cela peut aussi entraîner des hallucinations, des troubles visuels. Donc, avoir un bon sommeil est un vrai facteur ressource pour la santé mentale puisque cela impacte le moral et les performances intellectuelles, tout comme la capacité à gérer ses émotions. Donc, pour préparer son sommeil, il y a plein de bonnes pratiques pour le coup à mettre en routine en fait chaque soir, éviter les écrans, les repas tardifs, etc. Privilégier le sport plutôt dans la journée, non pas juste avant de se coucher, etc.
Les ressources du champ psychologique vont surtout résider dans le fait d'apprendre à gérer ses émotions, à développer l'estime de soi, à apaiser son mental, à apprendre à développer sa créativité, à se reconnecter à la nature. Ça n'est absolument pas exhaustif et c'est proprement individuel. Parmi des exemples de bonnes pratiques sur le développement de ces ressources, apprendre à nommer ses émotions. Déjà, il existe des outils comme la roue des émotions qui permettent de nommer un petit peu mieux ce qui se passe pour nous et de pouvoir identifier notamment derrière nos émotions que l'on ressent, qu'est-ce que ça dit de notre santé mentale, qu'est-ce que cela dit de nous et surtout qu'est-ce que cela dit des besoins que nous pouvons avoir et qui ne sont pas forcément rejoints. Donc c'est une manière de pouvoir identifier un petit peu ce qui se joue pour nous et où est-ce que l'on peut agir pour pouvoir préserver notre santé mentale. Un autre exemple, cultiver l'optimisme, le fait de mettre en valeur, se forcer à mettre en valeur ses forces et non pas toujours pointer du doigt les erreurs ou ce que l'on estime être des faiblesses, se concentrer plutôt sur ce que l'on fait bien que sur ce que l'on fait moins bien. Et parfois, on a aussi besoin de recadrer un petit peu les événements, c'est-à-dire au lieu de les voir sous un certain angle, de faire un pas de côté, de se dire, bah, tiens, je peux aussi voir les choses différemment, de manière un peu plus optimiste pour pouvoir se contraindre à voir les choses de manière un peu plus de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça a un impact fort aussi sur la santé mentale au quotidien. Veiller à ses équilibres professionnels et personnels et à sa gestion du temps. Souvent, les déséquilibres en santé mentale sont liés à des déséquilibres entre la gestion des temps personnels et professionnels. Donc là, au plus on arrive à gérer cet équilibre-là, et c'est-à-dire à prioriser les tâches, à se fixer des horaires de fin de travail et programmer des temps pour soi avec des outils de gestion du temps aussi associés, bah, au plus on préserve sa santé mentale et au plus on fait en sorte que le travail soit plus facteur ressource que facteur stressant ou que facteur à risque en tout cas. Et enfin, dernier élément, on peut aussi apaiser son mental en se connectant à l'instant présent par des pratiques de méditation de pleine conscience ou autres. En tout cas, de revenir à l'ici et maintenant plutôt que de se projeter toujours soit dans le passé et les ruminations, soit dans le futur et dans tout ce que l'on doit faire et les to-do list à rallonge qui, elles, sont génératrices de stress important. Enfin, sur le champ social, là, on va plutôt aller sur ce qui nous ressource pour prendre soin de la relation avec les autres, en fait, puisqu'on a vu que la majeure partie des gens considéraient que pour être heureux, finalement, ce qui était le plus important, c'était le lien social. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'astreindre dans sa vie à alimenter, en fait, ses relations sociales, avoir des activités sociales et de loisirs. Et puis, c'est aussi parfois apprendre à communiquer ses limites, à savoir dire non pour que sa santé mentale soit respectée et soit préservée. Lorsque on parle santé mentale, alors on a vu là, il y a des manières d'agir à la fois sur ces stresseurs et des manières d'agir sur ces ressources, mais parfois, en fait, ça n'est pas suffisant. Et parfois, en fait, on n'arrive pas soi-même, tout seul ou toute seule, à agir sur sa santé mentale et à faire en sorte d'aller mieux. Dans ce cas-là, il est important de ne pas hésiter à se faire aider. Alors, qui peut aider dans ce cas-là? La base de la prise en charge, ça va être les médecins généralistes, les psychothérapeutes, les psychiatres qui vont pouvoir mettre des mots sur des symptômes, qui vont pouvoir poser un diagnostic, qui vont pouvoir proposer une prise en charge. Alors, dans certains cas, ça peut être médicamenteux. Dans d'autres cas, ça va être plutôt de la psychothérapie, voire les deux en même temps. Ça peut être aussi pour les urgences, les centres médico-psychologiques. Au travail, ça peut être aussi d'alerter l'encadrement, mais aussi la médecine du travail. Et puis, ça peut être aussi d'aller chercher des soutiens autres, que ce soit familiaux ou amicaux, mais aussi il y a beaucoup d'associations dédiées aux troubles psychiques qui permettent notamment par des groupes de pairs de discuter des troubles psychiques, de trouver des solutions ensemble, de partager ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et il y a aussi des sites d'information qui permettent de prendre conscience de ce que signifie avoir un trouble psychique et aussi d'avoir des préconisations en termes de réseaux à mobiliser pour pouvoir avoir un diagnostic ou être pris en charge d'un point de vue médical.
nous sommes cette année en année olympique, donc on ne pouvait pas non plus parler santé mentale sans parler de sport. Alors, sport et santé mentale sous deux aspects. Le premier aspect, on l'a dit, en fait, le sport impacte la santé mentale. Le sport a un bienfait pour notre corps, mais aussi pour notre cerveau. Alors, le bienfait pour le corps, en général, on le connaît bien, mais ce dont on se rend moins compte, c'est l'impact que ça a sur notre santé mentale. Si on sait qu'aujourd'hui, le sport peut agir comme antidouleur, peut stimuler les défenses immunitaires, réduire les risques de cancer, etc., on est un petit peu moins conscient souvent que ça impacte aussi notre estime de soi, ça impacte aussi notre mental. Pourquoi? Parce que ça stimule la production d'endorphines et de dopamine et que pour le coup, eh ben, ça permet d'accélérer tous les circuits de la récompense et de la motivation et de la bonne humeur. Donc, faire du sport permet d'avoir des émotions positives associées et puis ça stimule en fait nos capacités cérébrales. Donc, ça agit sur notre mémoire, ça agit sur notre concentration et sur la production de nouveaux neurones. Donc, faire du sport impacte positivement la santé mentale. Pour autant, parfois, il y a des moments où, lorsqu'on est notamment sportif de haut niveau, la question de la santé mentale, c'est une question aussi parfois de déséquilibre. Alors, sport et santé mentale pour les sportifs et sportifs de haut niveau, qu'est-ce que ça signifie? Euh, c'est un sujet qui est assez récent. Alors, pas tant récent sur les alertes des sportifs et sportifs de haut niveau, mais récent sur la prise en compte dans la société comme étant un sujet qu'il était nécessaire d'adresser. Pourquoi? Parce que dans notre culture, l'image du sportif ou de la sportive a beaucoup été associée à la figure du héros et à cette idée que finalement, un sportif ou une sportive de haut niveau, c'est quelqu'un qui est fort, qui est forte, qui est dans de la performance. Et donc, c'était pas compatible avec l'idée qu'on se faisait de la santé mentale, que la santé mentale, finalement, une santé mentale fragilisée, c'était un aveu de faiblesse. Donc, cette culture un petit peu, ces stéréotypes que l'on trouve autour de la santé mentale et cette culture que l'on avait autour du sport faisait que finalement, c'était un sujet dont on ne parlait pas ou très, très peu. Pour autant, il y a eu des prises de parole de sportifs de haut niveau récemment, notamment Simone Biles qui a arrêté sa compétition en pleine compétition en gymnastique, donc aux Jeux de Tokyo, en disant qu'elle s'arrêtait pour préserver sa santé mentale. Ce sont des actes qui ont été forts, qui ont marqué l'opinion publique et qui font que désormais, on parle de plus en plus de ce sujet-là dans ce milieu-là et notamment dans le milieu, dans le mouvement olympique. Quels sont les facteurs de risque auxquels sont confrontés les sportifs et les sportives de haut niveau? En plus de ceux qu'on a déjà listés, qu'on a déjà identifiés, se surajoute en fait tout ce qui va relever de la pression constante des résultats. Lorsque l'on est d'autant plus en année olympique, il y a une pression forte, une pression à la médaille, hein, puisqu'on requiert de ces athlètes qu'ils ramènent une médaille dans le cadre des JO. Donc, cette pression, en fait, cette peur de décevoir à la fois les proches, à la fois les sponsors, à la fois les organisateurs, organisatrices, etc., les fédérations, ça a un impact fort sur la balance en santé mentale de ces sportifs et sportives. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui se surajoutent, comme le rapport au poids, la relation potentiellement addictive à la performance. Ce sont des personnes qui sont très largement surexposées dans les différents médias, sur les réseaux sociaux, et pas toujours dans le bon sens en plus. Et puis, va se surajouter aussi tout ce qui va relever, là, pour le coup, de la personne elle-même, c'est-à-dire ses antécédents psychologiques, son hérédité, l'environnement dans lequel elle évolue. Est-ce que la famille, les amis sont soutenants ou pas? Est-ce que les conditions d'entraînement veillent à la santé mentale et veillent à préserver notamment le risque de blessure, etc. Est-ce que la conciliation entre les entraînements qui sont souvent extrêmement intensifs et la vie personnelle est possible? Ça n'a pas toujours été le cas pour les athlètes de haut niveau. Et puis, il y a aussi un facteur de stress important pour tous ces athlètes-là qui réside aussi dans la question de la reconversion après, puisque vous le savez, hein, bien souvent, on est athlète de très haut niveau qu'un certain temps. La retraite sportive arrive plutôt assez vite, ce qui signifie qu'il faut pouvoir penser à sa reconversion tout en même temps de faire des performances sportives de haut niveau. Donc tout ça, ça pèse fortement sur la balance des athlètes, encore plus que pour d'autres personnes. Et à côté de ça,
facteurs de risque, donc facteurs de protection. Les facteurs de protection, ça va être est-ce que la personne a l'hygiène de vie nécessaire pour faire face à ces facteurs de stress? Est-ce que la personne est entourée? Est-ce qu'elle a des compétences psychosociales assez élevées, gestion du stress, etc., pour faire en sorte que ça contrebalance toute cette pression à laquelle elle est soumise? Et puis, il y a tout l'accompagnement que peuvent faire les clubs et les fédérations, la solidarité aussi des équipes en fonction des sports. La solidarité n'est pas la même dans l'équipe et donc n'agit pas comme facteur de protection de la même façon. Et puis, c'est aussi autoriser ce droit à l'échec, notamment pour pouvoir redescendre un petit peu la pression. Donc, ça veut dire que sur la santé mentale des sportives et sportifs de haut niveau, sur les différentes actions que l'on peut mener, il y a déjà le fait que les athlètes s'autorisent eux-mêmes, en fait, à pouvoir demander de l'aide, à oser dire que ça ne va pas, à oser dire que là, il y a des symptômes qui font dire que la santé mentale est fragilisée. C'est aussi à connaître les astuces, à connaître les bonnes pratiques, à être formés, à augmenter leurs compétences pour pouvoir agir eux-mêmes sur leur santé mentale, sur leur hygiène de vie, sur leurs équilibres au global. C'est du côté des entraîneurs de pouvoir proposer des environnements d'entraînement qui soient déstigmatisés, qui incitent à cette libération de la parole, à diminuer aussi les impacts des facteurs de stress et à adapter les entraînements, c'est-à-dire à ne pas avoir une charge d'entraînement excessive, ou en tout cas qui respecte les risques de blessure, qui respecte l'équilibre vie personnelle et vie sportive de la personne, etc. Et puis, c'est aussi la responsabilité des organisations que de sensibiliser les athlètes eux-mêmes, de former les entraîneurs et de communiquer sur les enjeux de cette santé mentale tout en mettant à disposition toute la boîte à outils nécessaire pour pouvoir permettre aux athlètes et aux entraîneurs de traiter, d'adresser ce sujet-là. Très concrètement, et j'en arrêterai là ensuite, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qui a été fait depuis quelques années sur le sujet? En gros, la grosse prise de conscience sur le sujet, elle date de 2020. Une déclaration de consensus a été publiée par le mouvement olympique pour pouvoir dire à quel point la santé mentale, la prise en compte de la santé mentale était un objectif majeur du mouvement. Donc avec un vrai enjeu de renforcer cette sécurité autour du sport, sécurité pour la santé. Un certain nombre d'outils en fait ont été mis à disposition des athlètes, mais aussi des personnes qui les accompagnent, des référentiels, des diplômes, des programmes de certification, mais aussi des outils d'évaluation qui font office de diagnostic ou alors juste de reconnaissance pour l'entourage et pour l'athlète elle-même ou lui-même, pour pouvoir mettre des curseurs sur les symptômes que la personne ressentirait. Et enfin, il y a tout un tas d'outils d'accompagnement qui ont été mis en place, à savoir des lignes d'écoute, mais aussi des vrais programmes de soutien auxquels les sportifs et sportives ont accès pour pouvoir les aider à gérer leur santé mentale, ou en tout cas à rétablir leurs équilibres, avec notamment des applications, avec des programmes aussi internationaux qui ont été lancés par différentes entreprises qui sponsorisent les Jeux olympiques. Donc, le sujet de la santé mentale, pour conclure, c'est un sujet qui est un sujet éminemment d'actualité dans tous les champs de la société, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit au travail, que ce soit dans le milieu sportif ici comme aux Jeux olympiques. C'est un sujet dont on parle de plus en plus, qui est adressé, mais qui est encore sujet à de nombreuses stigmatisations, de nombreuses idées reçues, qui fait qu'il y a encore un tabou autour de ce sujet et qui engendre derrière un vrai enjeu à parler toujours plus de santé mentale pour que finalement les personnes qui se sentent en déséquilibre puissent trouver les bonnes ressources pour pouvoir faire face au déséquilibre, voire même pour pouvoir aller vers une prise en charge la plus rapidement possible pour pouvoir se rétablir d'un trouble psychique. Merci beaucoup, Amanda. Je coupe l'enregistrement pour le temps. Attends, Anaïs, avant de couper l'enregistrement, s'il te plaît, parce que voilà, je voudrais juste rajouter que pour la fonction publique, vous avez la possibilité de recourir au marché d'appui spécifique, notamment sur le handicap psy, pour vous aider si vous rencontrez des situations, donc ne pas hésiter. Et que le catalogue permet aussi de financer un certain nombre d'aides, comme les aides médico-psychologiques. Donc, vraiment aussi penser à utiliser tous ces outils. Je pense que c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on coupe pour que ce ne soit pas revu dans le cadre d'un replay. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Thierry.